Salut, ici Maps. Bienvenue à un autre épisode de Qu'est-ce que tu lis? Donc, en ce 15 mai, jeudi ce soir, je vous présente mon panel pour cette belle soirée. Puis n'hésitez pas à nous faire un petit coucou lorsque vous arriverez ou lorsque vous serez là, si vous êtes là parmi nous. Alors, ce soir, nous avons Daphné de la chaîne Bonsoir! Signée Daphné. Nous avons Ève Allô? de la chaîne Ève parmi les livres. Nous avons Sylvain. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Nous avons José Salut! du compte Instagram PM à la page et nous devrions avoir d'ici quelques minutes Ellie qui devrait se joindre à nous. Donc, le temps qu'elle le fasse, je vais faire ma petite poutine que j'oublie parfois, ce qui veut dire que à la fin de l'épisode, je vais inscrire tous les titres dont nous aurons parlé en barre d'informations. Donc, si vous posez des questions, toutes les réponses seront là. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. Le podcast, c'est tout simplement une conversation entre amis sur de la lecture, nos lectures du moment et sur un petit sujet particulier. On va parler d'intelligence artificielle en deuxième partie aujourd'hui. Donc, on s'en reparle tantôt. Et je vois Ellie qui est arrivée. Donc, bonsoir Ellie, ça va bien? Allô, ça va bien vous? Oui, ça va bien. La voilà, nous sommes maintenant complets. Un beau six-soir. Et on a des gens qui sont avec nous. Là, on a Sonia. Bonne soirée, Sonia. Merci d'être là. Et on a Juju. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va parler de nos lectures. Là, on dirait qu'à toutes les fois, je suis comme, il y a ça un ordre, mais j'ai sûrement passé des gens dans tous les ordres possibles. Donc, on va y aller en ordre qui sont là. Daphné, tu es juste à côté de moi. Ben Alors, oui. dis-moi, Daphné, qu'est-ce que tu lis? Ben, je vais vous parler de 2 livres. Celui que je suis en train de lire en ce moment, que je n'ai pas terminé, mais il fallait que je vous en parle. Puis après ça, celui que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Oui. Je vais essayer de vous en parler le mieux que je peux. Ce sont des livres que je trouve quand même un peu compliqués à expliquer. Fait qu'au pire, vous me direz, c'est pas clair. Je recommencerai. Donc, le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus, je ne sais pas c'est quoi son nom de famille, c'est un livre d'un auteur estonien. Attendez que je regarde son nom, c'est quoi son nom? Ah, voilà. Kivirak, donc Andrus Kivirak, L'homme qui savait la langue des serpents. Puis ça, c'est un livre qui se passe en Estonie. Ça se passe genre au Moyen-Âge et c'est l'époque où il y a la religion chrétienne qui s'installe, l'espèce de société un peu plus européenne qui s'installe, mais en même temps, on a des gens qui habitent encore de la façon ancestrale dans la forêt. Ces gens-là, donc, peuvent communiquer avec les animaux grâce à la langue des serpents. Puis le narrateur, c'est le dernier homme qui sait la langue des serpents. Il s'appelle Lemet. Donc, il nous raconte son histoire. Puis ça commence quand il est enfant. Puis après ça, là, moi, il est rendu comme jeune adulte, là, mettons. Là, fait qu'il nous raconte tout ce qui se passe. Puis je capote. C'est vraiment, vraiment bon. J'aime la narration. J'ai l'impression qu'il y a comme une genre de naïveté quand il est jeune, puis après ça, tranquillement pas vite, il comprend des choses de la vie, puis ça se complexifie, puis toute l'espèce de dualité entre cette ancienne façon de vivre, qui était la façon de vivre, qui, tranquillement pas vite, les gens s'en vont dans les villages et s'installent, puis ils se mettent à croire en Dieu, puis à oublier la langue des serpents, donc ils sont obligés de chasser pour se nourrir, alors qu'avant, il y avait pas besoin. Puis il y a des beaux, un peu absurdes et rigolos aussi dans ce roman-là. Dans le fond, les ours séduisent les femmes humaines qui ne peuvent que succomber à leur charme. Puis, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est vraiment, vraiment bon. Et je passe un excellent moment. Là, ça s'enligne pour être un coup de cœur, là, un 5 étoiles. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu ici. Non. Moi, je l'avais vu passer sur la chaîne de Karine, je pense, de mon coin lecture. Puis
C'est ça, j'ai décidé de l'essayer, je l'écoute en audio, puis pour vrai, là, c'est original, c'est prenant. Il y a comme une espèce de, tu sais, genre roman d'apprentissage ou, tu sais, coming of age, genre, là, un peu là-dedans, mais en tout cas, je trippe bien gros. Fait que ça, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Fait que je vous en reparlerai peut-être éventuellement. Peut-être que. J'espère que ça va bien se finir. Ben, pour moi, là, comme lectrice, j'espère que ça va avoir une fin qui va me satisfaire. Je suis rendue à peu près aux 2 tiers quand même. Fait que, tu sais, C'est une bonne brique, hein? C'est quand même. Je sais pas le nombre de pages. Tu sais, je suis en audio, c'est quand même 14 heures de lecture, là, normalement, à l'audio. Fait que c'est quand même pas pire. OK. Mais pour vrai, là, je suis crampée des fois. Des fois, je suis fâchée. Des fois, j'ai les yeux qui virent au ciel quand les villageois ils parlent de Dieu, puis de Jésus, puis du pape, puis tout. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir. Mais sinon, l'autre livre que j'ai lu récemment qui m'a détruite, c'est Babel de R.F. Kuang. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu avec nous. C'est comme de la fantasy, mais c'est pas de la grosse fantasy. C'est plus genre historique, Dark Academia. On va suivre, on est dans les années 1830, on est à Londres, mais en fait, on n'est pas à Londres, on est à Oxford, en fait. Puis notre personnage principal, il s'appelle Robin Swift, mais Robin, c'est un jeune garçon chinois à la base, puis il est orphelin. Puis il a comme été élevé par une nourrice anglaise en Chine jusqu'à temps que ses parents meurent. Puis après ça, il a été adopté par un professeur anglais qui, lui, fait partie de l'Institut de la traduction d'Oxford, qui est Babel, en fait. Puis, il parle donc français, pas français, je ne sais plus ce que je dis. Il parle anglais, puis il parle cantonais et mandarin. Puis, dans cet univers-là, c'est comme si la technologie il y avait comme une technologie magique. Donc, oui, il y a la révolution industrielle avec la vapeur, les machines ou tout ça, mais il y a aussi de la magie là-dedans parce que ils peuvent utiliser des barres d'argent et en écrivant des mots d'un côté et de l'autre, en 2 langues différentes, ça va donner une espèce de pouvoir à la barre qui va pouvoir après ça être transféré sur des objets. Fait que, par exemple, avoir des carrosses qui roulent plus vite parce qu'il y a le mot genre speed, puis un autre mot dans une autre langue qui veut aussi dire vitesse ou confort. Puis là, ça crée genre l'espèce de... Ce qu'il y a entre les deux, là, quand ça passe dans l'argent, c'est ça la magie. Là, ça crée des carrosses qui vont vite ou qui font pas de soubresauts ou des armes qui visent mieux, des bols qui gardent la nourriture chaude. Fait que c'est ça, la magie dans cet univers-là. Puis cette technologie magique-là, elle est principalement développée, c'est comme une chasse gardée de Oxford en Angleterre. Puis on a l'Empire anglais qui s'étend. Dans le fond, c'est le colonialisme, comme on l'a connu, mais qui est en plus propulsé par cette espèce de maîtrise des langues, parce qu'eux autres, ils font ça, là, comme le petit Robin, c'est un enfant chinois, il a été quand même élevé pour s'en venir ici. Ben, ils font ça avec plein d'autres enfants, une jeune haïtienne, un jeune pakistanais. Ils vont les chercher pour justement avoir des gens qui parlent plein de langues et leur donner plus de possibilités de traduction. Mais ça fait que tout ce pouvoir-là est centralisé à une place. Puis l'argent est ailleurs. Fait que là, il y a comme des enjeux de guerre. Puis il y a aussi des enjeux on va chercher les ressources ailleurs pour s'enrichir nous. Après ça, on vous les vend à un prix exorbitant, même si ça venait de chez vous. Puis, oui, c'est de la fantasy, mais moi, c'est pas ça qui m'est resté en tête. C'est vraiment tout le discours sur l'exploitation, l'esclavage différent. Même si l'esclavagisme a été aboli, il y a d'autres façons de tenir les gens en esclavage. Tout le discours sur l'établissement de colonies, puisque les métropoles, l'espèce d'emprise qu'ils ont sur les gens, puis de demander à ces jeunes-là
de s'intégrer à la société anglaise, mais ils sont jamais vraiment intégrés parce qu'ils sont différents, ils ont la peau d'une autre couleur, ils ont les yeux bridés, peu importe, tu sais, fait qu'ils sont jamais vraiment acceptés, mais il faut, tu sais, on leur dit intégrez-vous, mais tu sais, les gens les regardent toujours un peu de travers, puis soyez donc reconnaissants de pouvoir être ici, on vous a sauvé de votre misère, de votre pays votre pays barbare et rétrograde, et nous savons c'est quoi la bonne façon de vivre. C'est nous qui sommes civilisés et vous, non. C'est beaucoup là-dedans. Fait qu'évidemment, on a comme une espèce de... En fait, il y a des gens qui se rendent compte de ça, puis ils créent une société. Il y a une société secrète qui existe qui veut défaire le pouvoir de Babel. Fait que c'est ça un peu le roman, c'est est-ce que ça va marcher? Comment ils vont y arriver? Est-ce que cette espèce de manque de balance là, qu'il y a entre les pouvoirs puis les ressources, est-ce que ça va... on va trouver une issue? Puis j'ai été complètement détruite par ce livre-là. Pas la semaine passée, mais le mois passé, je vous ai écouté, puis vous disiez quel livre vous a fait pleurer. Moi, j'aurais pu répondre, genre, beaucoup de livres m'ont fait pleurer, mais celui-là m'a fait pleurer là, à la fin parce que j'étais vraiment, c'était ça m'a beaucoup fait réfléchir, puis ça m'a touchée, puis ça m'a fâchée, puis j'étais découragée, puis aussi note d'espoir, puis tout ça, puis jusqu'où il faut aller des fois pour faire changer les choses, puis tout ça, fait que c'était une lecture extraordinaire. Puis pour vrai, là, je suis pas sûre que c'est pas mon top de l'année à date, là. Oh, wow! Ouais, fait que voilà, Babel. C'est deux lectures qui, comme, te collent tellement, je trouve, dans les univers, puis dans la manière que tu les racontes, puis de ce qui se passe à l'intérieur, c'est drôle. Tu sais, puis c'est deux stand-alone, tu sais, fait que c'est de la fantasy. Les deux, c'est de la fantasy, deux trucs de fantasy complètement différents, mais c'est pas des séries. Souvent, on a beaucoup de séries en fantasy, mais là, c'est deux trucs qui se lisent tout seuls. C'est des bonnes briques les deux, mais pour vrai, bien écrit. Dans Babel aussi, on a l'autrice qui nous met des notes de bas de page pour expliquer des fois des trucs qui se passent dans l'histoire, puis des fois, c'est des trucs vrais sur des scientifiques qui sont nommés. Des fois, c'est des trucs juste pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ailleurs, mais toujours dans l'histoire, puis ça aussi, c'était comme... c'est vraiment intéressant. Moi, en tout cas, si vous aimez la langue, parce qu'il y a cet aspect-là aussi de linguistique, puis ces enjeux-là là, de... je sais pas, d'inégalité sociale et tout ça, là, c'était très, 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 très bon. Genre excellent. J'ai adoré ça. Mais c'est le fun, ça, des bonnes grosses lectures. Je suis pas sûre que je suis public pour ni l'une ni l'autre, mais... Non, je pense pas. mais il y en a d'autres sûrement qui sont plus dans ta lignée livresque. Et merci pour ton partage, Daphné. Dis-moi, Ève, qu'est-ce que tu lis? Moi aussi, je vais te parler de deux livres. Donc, en ce moment, il y en a un que je suis peut-être au tiers. C'est un truc jeunesse, ça s'appelle Front Desk. Cute. Puis ça, c'est un peu par rapport. Je trouvais que la couverture était vraiment cute. Je voulais l'acheter pour la mettre dans un croque-livre. Finalement, je suis comme, ça a l'air bon, fait je vais le lire avant de m'en débarrasser. Puis c'est effectivement vraiment, vraiment mignon à date. Mais ça parle aussi d'injustice, puis c'est aussi sur une famille chinoise qui est immigrée aux États-Unis cette fois. Donc, il y a comme un lien imprévu. Mais c'est ça, fait que c'est comme une fille, genre, peut-être elle a genre 9-10 ans, quelque chose de même. Puis ses parents sont aux États-Unis depuis quelques années. Puis là, ils ont de la misère à se trouver des jobs et tout. Fait qu'ils finissent par se faire embaucher comme gérant d'un motel un peu miteux. Puis le bonhomme du motel, qui est aussi un immigrant, il est comme, l'occasion d'exploiter du monde. Qui ont vraiment... En tout cas, fait que c'est comme un truc jeunesse, mais ça commence rough, là, genre les parents, c'est dans les années 90, là, ils parlent de leur salaire, ça n'a pas d'allure, c'est comme... Là, eux autres sont tellement occupés à nettoyer les chambres toute la journée qu'elle est comme un peu obligée de faire l'accueil.
Mais là, tu sais, évidemment, elle est vraiment jeune. Fait que là, elle fait un peu des erreurs. Puis là, le boss, c'est comme, ah, bon, ben, vous avez fait une erreur. Fait que ça s'enlève de votre paye, des affaires de même, là. Mais vu que c'est comme pour enfants, c'est quand même, c'est cute. Puis là, tu veux comme, elle a du fun à genre organiser son milieu de travail. Puis j'en parlais aux clients, puis tout ça. Puis je pense que ça va être vraiment touchant sur comment ses parents essaient de faire une place pour elle, puis l'aider. Puis elle cache le fait qu'elle habite dans un motel. Elle dit genre à ses amis de classe que comme ils ont une maison, puis un chien, puis tout ça, puis c'est pas vrai, là. Fait que là, je suis quand même au début, mais c'est genre vraiment cute. Puis c'est sûr que je vais me bailler à la fin parce que c'est juste comme wholesome, mais en même temps avec vraiment quand même du contenu, là. Genre j'avoue, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rough, là, comme je trouve ça. Tu sais, ils ont beaucoup de problèmes, là. Fait que des problèmes d'argent, puis on parle, puis elle qui est comme super jeune, elle se sent vraiment comme il faut que je fasse quelque chose pour les aider, même si c'est sûr qu'eux autres, ils essaient de lui cacher. Là. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment cute. Je pense pas que je vais comme lire toute la série, il y en a plusieurs, mais j'aime les trucs jeunesse, mais peut-être pas comme pour m'embarquer là-dedans à long terme. Mais ça fait comme un peu changement. Puis un truc que j'ai lu dernièrement, que j'ai vraiment aimé, que j'ai lu comme en 5 secondes, The Appeal. Là, j'imagine que tout est à l'envers, en tout cas. Non, c'est bien. Fait que c'est un roman policier britannique. Puis c'est tout écrit en courriel, puis en message, puis trucs comme ça, fait que ça se lit comme... En tout cas, il y a vraiment pas beaucoup de texte, genre par page, des messages textes, des trucs comme ça. Fait que je pense que je l'ai lu comme en 2-3 jours, puis c'était juste comme... Je peux pas m'arrêter. Puis dans le fond, c'est une troupe de théâtre dans une petite ville en Angleterre, qui sont vraiment soudés, puis les propriétaires de la troupe, je sais pas si c'est vraiment des... En tout cas, ceux qui s'en occupent, c'est un peu genre la famille alpha du village, que comme ils embauchent du monde... ils ont plus d'argent que tout le monde, puis tout le monde veut un peu comme être dans leur bonne faveur. Puis ça commence qu'il y a genre un couple qui vient de déménager dans la ville, puis là, ils se font comme un peu enrôler dans la troupe de théâtre parce qu'ils ont besoin de plus d'acteurs masculins. Fait que les deux membres du couple le font. Puis là, on sait pas qu'est-ce qui va mal aller, mais là, il commence à se passer des affaires. Puis là, tout le monde échange des courriels, des messages sur des affaires, puis on n'a pas... Au début, t'as pas tout le contexte parce que ça commence vraiment genre... Ouais, des messages, c'est quand t'écris à quelqu'un, tu vas pas dire « Voilà ce que j'ai fait la semaine passée », tout ça. Là. Fait que c'est quand même dans le moment présent. Puis là, on découvre peu à peu, genre, qu'est-ce qui se passe de bizarre avec la troupe puis avec les gens. Puis y a-tu des magouilles, on sait pas, en tout cas. Fait que c'était vraiment bien fait. Puis c'est ça, elle en a plusieurs livres comme ça, cette autrice-là, Janice Hallett. Puis c'est tous des genres de dossiers comme ça, romans policiers, mais où est-ce que tu reçois... c'est ça, t'as comme un genre de... plein de messages, des communications, comme un peu du mix média, là, si on veut. Mm-hmm. Ça fait comme une enquête un peu différente, puis tu te sens comme, oh, je vais le découvrir moi-même. Il y a en plus d'avoir un détective qui te dit tout, mais bon, moi, j'ai pas deviné c'était quoi. En tout cas, fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ouais, des fois, les romans policiers, je trouve que c'est un bon palette cleanser parce que ça se lit tellement vite. Ça, c'est vraiment satisfaisant. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'était vraiment le fun. Je pense pas que ça doit faire le pire livre audio du monde, parce que là, t'as comme, tu sais, telle personne envoie tel courriel, en tout cas, tout le blabla sauter quand tu le lis visuellement. Là. Ouais, fait que ça, c'était vraiment, vraiment le fun à lire. Donc, les formats épistolaires, c'est génial à lire, mais pas tant à écouter. Non, c'est ça. Ben, si c'est des lettres, peut-être. Ouais, il y a juste la date et tout ça, mais là, non, là, c'est ça. destinataire et tout, tu peux pas entendre ça. Mais ça fait que quand tu le lis de même, mon Dieu, c'était comme... Je me suis fait trop longtemps pour le lire, là, parce qu'il n'y a pas de chapitre non plus. Fait que tout est comme un grand... pas de chapitre. Un flow, genre, continu de plein de petites affaires que tu dis « Ah, juste une autre lettre. Ah, juste un autre courriel. » Puis là, il est rendu comme minuit. Puis OK, pour aller se coucher. En tout cas, fait que c'est ça. Mes lectures du moment. Ben merci, puis c'est bien noté parce que moi, j'aime vraiment beaucoup l'épistolaire, là, fait que certainement qu'un jour, je mets ça dans ma liste pour me faire une petite vidéo d'épistolaire. Ouais, d'ailleurs, j'aurais dû regarder si c'est traduit, j'ai pas vérifié, mais peut-être. Un jour, peut-être. Ouais. Ben merci pour ton partage. Dis-moi, Sylvain, toi, qu'est-ce que tu lis? Puis là, Sylvain, je sais pas si c'est de ça que tu vas nous parler, mais tantôt, j'ai passé rapidement sur Goodreads. Puis Pas de punch! Vas-y pas, c'est punch! Okay. Parce que avant de vous dire de quoi je vais parler, qu'est-ce que je lis, je trouve ça le fun que Daphné en a parlé parce que je veux revenir aussi là-dessus sur le mois dernier. On s'est fait poser la question, qu'est-ce qui te fait pleurer? Y a-t-il un livre qui t'a fait pleurer? Puis moi, j'étais là, mais il me semble que oui, il y en a un, puis je m'en souvenais pas vraiment. Puis comme le lendemain, j'ai fait, ben voyons que j'ai oublié ça.
Moi, il y a un livre qui m'a fait pleurer, c'est Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust. C'est le tome 4 de À la recherche du temps perdu. C'est un livre qui m'a fait rire à haute voix et aussi qui m'a fait pleurer. En fait, c'est pas vraiment un spoiler, là, mais c'est la... Je ne te dirai pas c'est lequel, mais c'est la mort d'un personnage, puis c'est vraiment triste et touchant, puis c'est vraiment beau. Puis ça vient, on devrait s'y attendre, mais en même temps, quand ça vient, on est quand même triste que ça arrive, puis c'est un peu comme ça dans la vie, tu sais. On regrette toujours d'avoir passé, pas avoir passé plus de temps avec avec les gens qui nous quittent, et c'est un peu le cas qui se passe ici, fait que c'est ça, c'était juste pour rappeler ça. Ceci étant dit, là, je vais parler d'un compte interdit. Quoi? Je sais. C'est pas ma réaction. J'étais comme quoi? Quoi? Je sais. Bon, là, il faut que je dise que moi, ça fait comme 2 mois là, que je suis en panne de lecture totale. Libabel. Oui, mais je ne sais pas. Ben, en fait, je suis comme en panne de lecture, mais je suis aussi en train de lire une espèce de grosse brique de fantasy qui est le deuxième tome de Malazan. Puis là, j'ai comme passé un chapitre de 70 pages entièrement dédié à un personnage qui ne m'intéressait pas pantoute. C'était comme... j'étais comme pogné là-dedans, là, fait que c'était difficile. Mais c'est ça. Puis là, aujourd'hui... Pardon, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ça t'a pas fait pleurer, ça? Non, ça m'a fait pleurer de joie de finir le chapitre. Mais non, ça ne m'a pas fait pleurer. Par contre, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, j'étais là, mais de quoi je vais parler? Je ne vais pas parler de Malazan encore. Fait c'est ça, j'ai trouvé un petit livre là, que je voulais lire depuis longtemps. Puis là, je l'ai en physique, mais je l'ai aussi, j'avais aussi accès en audio. Fait j'ai commencé à l'écouter, puis je l'ai fini. Fait que c'est La Bête de Gévaudan de Brian Perrault dans les Contes interdits. Puis celui-là, il m'intéressait. On se souvient peut-être qu'il y a quelques années, j'avais lu Le Magicien d'Oz parce que je suis fan du Magicien d'Oz. J'avais lu Le Magicien d'Oz des Contes interdits. J'avais pas trippé tant que ça. Ça m'avait donné une idée de c'était quoi le genre de livre. Par contre, celui-là, j'étais curieux parce que Brian Perrault, j'avais entendu une entrevue dans laquelle il disait qu'il a écrit ce livre-là. C'est 66 chapitres, et chacun de 666 mots. Donc, il s'est imposé cette restreinte-là. Je ne vous dis pas comment, mais ça vient dans le livre aussi. Il y a comme une raison pour laquelle c'est écrit comme ça. Puis, c'est ça. Fait que la restreinte, je la trouvais intéressante. Puis là, Brian Perrault, je ne l'ai jamais vraiment lu. Fait que j'étais comme curieux. J'ai quand même pas pire aimé ça. Je trouve que c'est très... j'ai trouvé ça quand même pas mal écrit. Je trouvais qu'il y avait des thématiques intéressantes. En fait, là, on va suivre... c'est écrit au-dessus. C'est très différent des autres contes interdits. C'est écrit au-dessus du point de vue de la bête, donc qui est à l'intérieur du personnage principal. Et la bête, on suppose que c'est un genre de loup-garou, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Mais c'est ça. Donc, c'est ce personnage-là qui parle au-dessus à Kevin, qui est le personnage principal, qui va manipuler puis qui va amener à commettre des crimes. Puis tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Comment cette bête-là apparaît dans la vie du personnage principal est vraiment intéressante aussi. Je ne veux pas trop le dévoiler, mais c'est vraiment un type d'horreur que j'aime. Là, c'est des métaphores, puis c'est des trucs qu'on peut pas appliquer, mais qu'on peut comprendre de la vie quotidienne. Là, c'est vraiment plus intéressant que je pensais. Puis, oui, mieux! Puis c'est ça, mais par contre, si ça vous intéresse, là, ça parle énormément ça parle de beaucoup de sujets durs. C'est peut-être pas aussi descriptif et gore que d'autres contes interdits, mais ça parle de sujets vraiment très durs, là. Le classique, c'est trigger warning pour toutes, là, mais pas mal. Puis ça parle d'actualité aussi, ça va jusqu'aux tueries dans les mosquées, puis ça va... On parle de beaucoup de choses très réelles, là, qui n'est pas du tout en rapport avec le folklore ou des trucs comme ça. Là. Donc, très réel et très d'actualité. Puis, il y a une phrase il y a une phrase que j'ai soulignée parce que je la trouvais vraiment belle.
Dans un conte interdit, je sais. Mais Ouais. c'est l'enfer, ce n'est pas un lieu, petit connard, c'est un état. Et moi, j'aimais bien ça. Puis, il y avait aussi une référence, ben là, je ne la lirai pas, mais il y avait aussi une référence à Alex d'Orange Mécanique. Bref, il y a beaucoup de références à beaucoup de choses. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis, à la fin, ça change, dans la dernière partie du livre, change de format un peu. Puis, c'est intéressant. Il a vraiment essayé quelque chose. C'est vraiment un auteur. Tu sais, quand tu regardes, mettons, une série comme Buffy, tu as comme un arc narratif au travers de la saison, mais tu vas avoir comme un épisode qui est un Monster of the Week, puis ces épisodes-là, ils peuvent se permettre d'être éclatés puis de ne pas avoir nécessairement de rapport avec les autres. J'ai l'impression que c'est comme cet épisode-là dans Les Contes interdits, dans le sens que c'est vraiment un exercice de style d'un auteur qui s'est comme donné à cœur joie dans son thème. Fait que, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que tu l'as senti, la contrainte de 666 mots? As-tu eu l'impression qu'il y avait du remplissage ou au contraire qu'on tronquait pour arriver dans les temps? Dans les mots? C'est difficile à dire parce que le fait que ce soit une contrainte fait partie du livre. Fait que je ne peux pas trop te l'expliquer, mais à un moment donné, oui, il y a comme des espèces de répétitions, de phrases un peu inutiles, mais c'est parce que ça fait partie du récit. Fait que c'est intéressant. C'est un exercice intéressant. Puis, si je peux me permettre, je vais en rajouter un autre parce que j'ai lu un autre livre, un autre petit livre pour me sortir de ma panne de lecture. Je suis encore dedans, là. Mais j'ai quand même lu très rapidement un livre qui s'appelle un autre grand classique intellectuel, Murder by Cheesecake, A Golden Girls Cozy Mystery. C'est ça. C'est comme un épisode de Elle écrit au meurtre, là, Murder, She Wrote, mais plutôt qu'être Angela Lansbury, c'est les 4 Golden Girls. Il y a Dorothée qui... écoutez, je suis un homme gay de plus de 40 ans. Les Golden Girls, ça me parle. Fait que c'est Dorothée qui a une date. Ça se passe pas bien. Parallèlement à ça, il y a Rose qui organise un mariage pour sa nièce. Sa nièce qui vient de Saint-Olaf, mais qui se marie avec quelqu'un à Miami. Puis là, c'est un gros mariage dans un hôtel, puis tout ça. Puis là, on trouve la mauvaise date de Dorothée dans le frigidaire, face à terre, dans le cheesecake. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Je n'ai pas nommé l'autrice. C'est Rachel Ekstrom Courage. Elle s'appelle Courage. Puis, écoute, c'est vraiment niaiseux. C'est vraiment niaiseux. J'ai quand même... Tu sais, ça se lit vraiment comme une fanfiction. Tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir été avec les Golden Girls. J'ai plus l'impression d'être dans la tête de quelqu'un qui imagine ce que les Golden Girls diraient, tu sais. Mais c'était quand même bien le fun. Puis Goodreads nous dit que c'est un tome 1. Fait que je serai là pour les autres. Mon Dieu, aujourd'hui, Sylvain, tu nous amènes à des endroits tellement inusités. Hey, je le sais. Ben, tu sais, genre, là, j'aimerais ça voir un conte interdit avec un meurtre par cheesecake, mais... Les deux ensemble. Qui va prendre ce défi? Demande à Brian Perrault. Mais moi, je le mets sur ma liste. Je le mets sur ma palle, celle-là. Le cheesecake? Non, celle-là. Non. Mais celle-là aussi, là. Le fun en vacances, ça va être sûrement chouette, mais l'autre, il m'intrigue beaucoup. Écoute, c'est une autre affaire qu'il va falloir qu'on se reparle parce que avec plaisir. Là, je retiens beaucoup d'informations. Moi, je te sens trépiner. C'est très fascinant. Moi, j'en ai lu quand même pas mal, des contes interdits. Puis il y a eu des bonnes heures, puis il y a eu des heures moins glorieuses. Là. Mais en tout cas, celui-là, il a l'air intéressant. Puis il y a comme aussi le tu, puis le narrateur, peut-être pas non fiable, mais tu sais, narrateur différent, là, tu sais, d'une bête à l'intérieur. Ça c'est des petits trucs qui cochent mes listes personnelles. Moi, j'en ai jamais lu. Fait que ça va être comme un livre ordinaire pour moi. Là. Mais moi, j'aime l'esprit de contrainte. Ben, c'est ça qui m'a attiré de prime abord, tu sais. Ouais. Très intéressant. On a entendu la douce voix de Josée. Alors, merci Sylvain. Dis-moi, Josée, toi, qu'est-ce que tu lis?
Je lis une autrice espagnole qui s'appelle Carmen Mola. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Eh bien, Carmen Mola c'était un professeur de mathématiques, en fait, c'est un professeur de mathématiques espagnol, mais qui s'est dévoilé un peu à la Elena Ferrante. Elle se dévoilait pas, on ne savait pas qui c'était, on avait juste quelques indices. Et finalement, en 2021, elle s'est dévoilée en 3 gars. Fait que Carmen Mola, c'est 3 gars qui écrivent ensemble des thrillers. Fait que déjà là, je trouve ça assez chouette parce que moi, quand j'ai commencé le premier livre de Carmen Mola, j'étais absolument convaincue que c'était une femme. Je trouvais qu'elle avait une écriture assez dure, mais je trouvais ça vraiment le fun. Quand j'ai su que c'était des 3 gars, j'ai fait « Ah, OK ». Mais ce qui est vraiment chouette, c'est que malgré le fait que ça soit 6 mains, on le sent pas. Il n'y a pas de coupure dans le temps. Dans le temps, je n'ai pas eu l'impression que c'était des personnes différentes qui prenaient le crayon. Mais ça m'a beaucoup plu. Puis, Carmen Mola a écrit plusieurs livres, dont une série, une quadrilogie qui s'appelle L'inspectrice Elena Blanco. Le premier, c'est La fiancée. Attendez, je vais vous dire ça parce que vous connaissez comment que je trafique tout. La fiancée gitane. La fiancée gitane, effectivement. Je l'ai écouté en audio sur la BANQ un peu par hasard, puis ça m'a vraiment plu. Puis quand j'ai un peu lu sur cette personnage-là, puis là, j'ai commencé rapidement le réseau pourpre qui est juste à côté. Puis plus ça va de livre en livre, plus on s'enfonce un peu dans l'horreur et dans l'abject. Puis moi, franchement, je suis faite tough. Je suis vraiment faite tough. Je me rends compte que je suis capable d'aller vraiment loin dans le pas possible, mais quand on dit loin, c'est les derniers tabous de l'humanité. Je suis capable de lire ça avec une certaine facilité. C'est un peu. À toutes les fois, je suis un peu surprise à voir à quel point je suis capable de lire ça avec vraiment. Autant je peux lire des affaires super douces à des livres un peu comme Serena Galliano, que c'est vraiment léger, puis ça, c'est vraiment dur. Fait que le dernier, celui ensuite, c'était le réseau pourpre, qui était vraiment sur des personnes qui se font tuer en direct. Et à travers ça, ce que j'aime de cet auteur-là, c'est que autant les méchants sont absolument épouvantables, autant même les policiers ou les inspecteurs sont aussi très perturbés avec des ondes d'ombre vraiment immenses. Puis ça me plaît bien, ça, quand on rentre vraiment dans l'humain, dans ce qu'il y a dans le plus laid. Puis dans le réseau pourpre, en fait, c'était l'inspectrice générale qui était un peu à la recherche de son garçon qui avait été pris dans ce filet-là. Et le 3e livre, L'année du cochon, en fait, on retrouve les mêmes inspecteurs. À la fin du 2e tome, Elena Blanco, elle en a plus que marre de vivre dans l'enfer, que l'horreur, elle n'est plus capable, fait qu'elle s'en va. Mais évidemment, on la retrouve dans le 3e tome. Et dans le 3e tome, c'est une des inspectrices, en fait, une des collègues de Elena Blanco qui disparaît. Elle s'appelle Cheska, puis elle disparaît. Puis c'est vraiment, on la recherche pendant tout le livre, mais on apprend l'histoire de Cheska qui avait caché un paquet d'affaires. On apprend qu'elle a été victime d'un viol, puis elle est à la recherche de ses violeurs parce qu'elle a été violée par 3 hommes différents, puis elle va les tuer, puis elle se fait prendre un peu là-dedans. Mais vous dire à quel point qu'on rentre dans ce que l'humain a de plus épouvantable, c'est... J'avais parfois l'impression de lire Bastérica, que j'ai parlé ici une couple de fois, celle qui a écrit Les Indignés, puis Cadavreski. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, même si c'est de noir, de sur les noirs, que les policiers sont aussi très tordus. On est vraiment dans une âme humaine qui n'est pas très réjouissante, mais franchement, c'est vraiment bon. Si vous aimez le genre, si vous êtes fait assez fort, parce que c'est quand même pas des livres qui sont légers, là, mais les histoires sont bien faites, c'est bien mené, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il n'y a aucun fil qui reste en suspension. Moi, je lis évidemment, c'est une traduction espagnole, là, mais malgré tout, je trouve que la traduction est vraiment bonne. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ces livres-là. Puis le prochain, c'est Les Madras. Je pense que c'est ça, Les Madras. Je crois qu'il n'est pas encore traduit en français, mais dès qu'il va l'être, je vais sauter dessus, vraiment. Vraiment. Fait que c'est ma lecture. Puis moi, contrairement à Sylvain, je ne suis pas en panne de lecture, mais je suis en accélération professionnelle. Fait que j'ai lu moins que j'aurais voulu, mais j'ai trouvé que ce livre est tellement dur, tellement glauque, tellement incroyable que tu lis ça puis tu es sur une autre planète, là. Ouais. Puis moi, ça me donne l'effet inverse. C'est vraiment étrange, mais ça me relaxe parce que je peux pas faire vraiment d'analogie avec ce qui se passe de l'autre bord de la frontière avec eux, les de même. Tu sais, pour moi, c'est comme une espèce de relaxant des neurones.
On analysera tout ça un petit peu plus tard. Un jour, maintenant, mettons, Babel, là, quand tu décrivais Babel, là, moi, écoute, t'as pas idée la quantité de liens que j'ai fait dans ma tête sur la réalité, mais un livre de même, c'est une joy de show, là. Une joy de show. J'aime ça. J'aime ça. Il y a Marie-Ève qui l'a lu, qui dit je connais Carmen Mola, j'ai lu Le Réseau Pourpre, justement, dont tu parlais l'an dernier. J'aimerais ça savoir, est-ce que ça t'a plu? Ouais, parce que ça a l'air quand même assez particulier. Là, tu vas mettre tous ces livres-là de ces auteurs-là sur ta liste. Ben oui, tout à fait. Puis il y en a quelques-uns que j'ai pas lus, qui sont dans ma liste d'été. Ah! Je verrai si je garde dans le livre d'été, mais en fait, ils sont quand même là. Hein, mais franchement, c'est le fun. C'est des livres de fun. Excellent, parfait. Ben, on va attendre la réponse de Marie-Ève, je te la donnerai par la suite. Puis on va continuer parce que, mon Dieu, le temps file lorsqu'on a tant du plaisir. Dis-moi, Élie, qu'est-ce que tu lis? Et merci, Josée. Moi aussi, je suis un peu comme vous. Je lis plein d'affaires en même temps. Là. Souvent, j'ai un livre papier, un livre autochtone parce que je travaille en littérature autochtone, puis un livre audio. Alors, mon livre papier du moment, c'est Cours vers le danger de Sarah Polley. C'est un livre là, que moi, j'aime ça, aller en librairie puis demander au libraire ou à la libraire, c'est quoi ton dernier coup de cœur? Je le prends sans savoir dans quoi je m'embarque. Et ben là, c'est ça. J'avais envie de piger dans ma perle et j'ai pigé celui-ci. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est Isabelle Dion de la librairie Anne-Norac qui me l'a conseillé. C'est chez Boréal et Sarah Polley, ce que je me souvenais pas en fait, c'est que c'est la jeune actrice qui jouait dans Les Contes d'Avonlea. Et si vous me connaissez un petit peu, là, vous savez à quel point j'aime Lucy Maud Montgomery et Anne Opinion Vert. Donc j'ai retrouvé puis, elle a joué aussi la petite Ramona. Bon, là, ça trahit un peu mon âge, là. Les jeunes ne sauront pas qui c'est nécessairement, mais c'était une petite fille là, qui faisait plein de mauvais coups, puis elle se ramassait dans plein de situations, etc. Et, ben, c'est ça. Donc, Sarah Polley, ben, souvent, les enfants stars, hein, on les idolâtre quand on est jeune. Puis là, on voit vraiment comme l'envers du décor. En fait, et elle est devenue réalisatrice, actrice également. Elle a fait vraiment plusieurs choses. Puis, on voit vraiment, là, elle était atteinte d'une grave scoliose. Puis, tu sais, ça, on voyait pas ça, nous, à l'écran, là, mais elle souffrait. Elle a été obligée de tout refaire ses costumes d'époque pour pouvoir mettre son attelle à travers son... Tu sais, il y a plein de faits comme ça. Elle a vécu plusieurs trucs, notamment là, dans le scandale avec Ghomeshi. Donc, tout ça, elle a eu un accouchement hyper traumatique. Donc, toutes des choses qui ont fait, en fait, la femme qu'elle est aujourd'hui. C'est chouette aussi parce que ça se passe au Canada. Tu sais, souvent, on lit des livres soit québécois ou d'ailleurs, mais on dirait qu'on pense pas forcément à lire la littérature canadienne. Donc, c'est le fun aussi de voir que ça se passe à Toronto, etc. Puis, elle fait beaucoup de liens aussi avec Alice au Pays des Merveilles. Donc, ça aussi, avec sa jeune carrière, etc. Elle avait une relation hyper complexe et étrange avec son père. Elle a perdu sa mère très jeune aussi. Donc, oui, elle a quitté la maison à l'âge de 15 ans. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu dis, mais mon doux, tu sais, tout, dans le fond, les événements de sa vie qui l'ont menée, dans le fond, où elle est maintenant. Donc, vraiment, c'est un récit autobiographique comme par fragment des étapes de sa vie. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que ça dit de moi. Là. Je me suis dit, mon Dieu, je suis une voyeuse dans la vie, mais je suis comme, mon Dieu, je lis ça comme si c'était un roman. Je suis comme, tu sais, c'est vrai, là, c'est une humaine qui a vécu tout ça, mais je suis comme, mon Dieu, ça se peut-tu vivre des affaires horribles? Fait que, de vie de merde. il est investi dans son histoire. Puis, tu sais, c'est une femme d'une quarantaine d'années, là, donc c'est quand même assez impressionnant. Rapidement, là, je suis comme, je vais vous parler de tout vite. Prenez votre temps. Je lis aussi un roman jeunesse autochtone. C'est le premier tome. Le deuxième tome vient tout juste de sortir.
C'est Wab Kinew, qui est le premier ministre du Manitoba. Ah oui! Donc, ça, de un, c'est vraiment chouette. Puis, tu sais, des fois, là, il y a des pépites qu'on pensait pas. Tu sais, ouais, c'est un roman jeunesse, là, tu sais, c'est écrit vraiment gros. Puis, tu sais, d'emblée, c'est pas un livre que j'aurais été portée à lire parce que ça se passe dans le monde du jeu vidéo. Il y a la Floraverse, donc on est comme dans le multimonde, etc. Mais il y a plein de sujets hyper pertinents. Tu sais, elle est autochtone, elle est Anishinaabe, Bugs. Et dans la vraie vie, c'est une jeune fille qui est super complexée, qui est pas bien dans son corps, etc. Mais quand il arrive dans la Floraverse, c'est la super héroïne que tout le monde admire et son personnage est super belle, etc. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est ses racines Anishinaabe qui font en sorte que c'est une super héroïne, super puissante dans la Floraverse. Puis il y a aussi toute l'importance de la culture, de sa culture autochtone, mais aussi la tradition versus le contemporain aussi. Donc, il y a beaucoup de questions féministes, etc. à l'intérieur. Il y a aussi beaucoup de questions sur la maladie. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je suis comme, mon Dieu, j'apprends plein d'affaires. Je suis comme, mon Dieu, c'est pour les jeunes. Je ne pensais pas que ce serait aussi palpitant, finalement. J'apprends plein de choses, autant sur la culture autochtone que sur... c'est ça, tu sais... je pense que n'importe quel jeune peut beaucoup se reconnaître dans toutes ces réflexions qu'elle se fait. C'est aussi les premiers émois amoureux. Elle va rencontrer Fang, qui elle rencontre dans le Floraverse, mais elle le rencontre aussi dans la vraie vie. Lui, il est un réfugié ouïghour qui a dû quitter son pays. Il se retrouve dans cette communauté autochtone-là, donc il y a tout à apprendre aussi. Donc, puis il est dans le clan Alverse, fait que là, il y a toute une dualité dans la Floraverse. Non, c'est vraiment chouette. Et à l'audio, j'écoute aussi un petit Cozy Mystery. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Puis, c'est Comment j'ai tué mon mari de... Ah oui! Comment j'ai tué ton mari? Comment j'ai tué ton mari? Ton mari, oui, c'est ça. Oui. Pas mon mari, mais son mari. Non, c'est ça, oui. Exactement. Mais c'est drôle. Là. J'ai l'impression que c'est une espèce de Dexter mélangé avec du Sophie Kinsella. Oui, quelle bonne comparaison. C'est une autrice d'espèce de harlequin policier qui a pas une carrière florissante. Elle vient de se faire flusher par son mari pour une jeune agente immobilière glamour. Elle a 2 enfants, 5 et 2 ans. Elle est dans le jus, elle fait pas d'argent, elle est pleine de dettes. Elle se bat pour garder la garde de ses enfants. Puis à un moment donné, elle rencontre son agente. Puis là, elle parle de son livre, donc elle parle de meurtre et d'amour. Puis là, il y a une dame qui est à côté, puis là, elle la prend pour une tueuse à gages, puis elle y envoie un contrat dans sa sacoche. elle se dit, qu'est-ce que je fais? Puis là, elle a besoin d'argent, parce que là, elle paye quand même 50 000 $. Puis là, elle dit, hey, ça réglerait tous mes problèmes. Mais oui. Ça peut aussi vraiment la mettre dans le pétrin, on s'entend. Je peux juste aller voir. Au pire, ça va m'inspirer, tu sais, pour mes romans. Mais là, plus ça va, plus qu'elle s'enfonce, la pauvre, elle se ramasse avec plein de cadavres sur les mots. Donc, c'est... Je sais pas, on dirait que j'avais besoin de quelque chose de léger qui me... Tu sais, surtout quand tu as l'histoire de Sarah Paulet, là, on dirait qu'après ça, à l'audio, tu écoutes quelque chose. Puis à l'audio, souvent, moi, j'essaie d'aller dans quelque chose qui demande moins de jus de cerveau, j'appelle, pour être sûr de tout capter. Donc, ça, là, c'est parfait. Merci pour... C'est vraiment des recommandations très éclectiques. Moi aussi, je l'ai lu, puis j'avais beaucoup aimé. Je trouve que à un moment donné, tu te dis, mais comment qu'elle va faire pour se sortir de toute sa...
tout ce qui arrive, que tu dis, ben voyons. À chaque fois qu'elle dit, hey, je vais faire ça va m'aider, ben là, finalement, il y a une autre affaire qui arrive, puis elle est en c'est ça. Là, tu te dis, mais là, tu sais, c'est sûr qu'elle va se faire pogner, la pauvre. Mais là, en tout cas, jusqu'à présent, j'étais à plus de la moitié, puis elle s'est pas fait pogner encore. Il y a d'autres tours aussi. J'ai lu le deuxième aussi. Je l'ai moins aimé que le premier, mais à suivre. C'est-tu Finlay Donovan en anglais? Oui, c'est ça. OK, parfait. Et moi, je voulais juste rebondir sur ce que Ellie disait au niveau d'être voyeuse. Moi, j'ai lu récemment I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, tu sais, qu'on a beaucoup vu passer, puis j'ai adoré ça, puis c'était pareil. Là, c'était une enfant star qui racontait ses déboires dans le milieu. On ne sait pas où se placer dans tout ça. Ouais, c'est ça. Puis que sa mère qui voulait qu'elle fasse ça, elle ne voulait pas vraiment, elle faisait pour plaire à sa mère, développer des troubles alimentaires, des troubles de santé mentale. Puis je lisais ça, puis j'étais comme, en fait, j'étais à l'audio, puis c'est elle qui le. J'étais comme, encore! Moi aussi, je suis comme pleine d'empathie, puis je suis comme, mon Dieu, tu sais. Oui, ça veut dire que c'est bien écrit, parce que des fois, il y a du monde qui ont des vies de merde, puis là, t'es comme, ok, je suis désolée que c'est arrivé, mais pas pour moi. Là. C'est pas nécessairement captivant juste parce que c'est comme rocambolesque. Des fois, c'est juste pas bien raconté, vraiment. Je pense aussi que c'est tout tu sais, moi, je me souviens, enfant, de regarder les contes d'Avonlea, puis de faire « Oh, mon Dieu, ça doit être donc... » Moi, je faisais du théâtre, j'aimais donc ça, puis je me disais, je demandais à ma mère, tu sais, comment on fait pour être à la télé de même, tu sais, puis là, ben, finalement, tu te dis, t'es aussi bien d'être dans mon petit village. Exactement, ouais. Finalement, ta mère, en disant... Moi, mes parents aussi, moi, c'était pareil, là, je faisais du théâtre aussi, puis je voulais faire partie d'une agence, puis mes parents, ils n'ont jamais voulu. Finalement, je suis comme, finalement, peut-être qu'ils savaient, tu sais, ils m'ont préservé dans le fond. Ouais, c'est ça. Je pense que j'étais mieux dans ma petite troupe de petite ville du Bas-Saint-Laurent. C'est ça. Oui, les choses arrivent pour une raison, peut-être, parfois. Peut-être, ou pas. Peut-être ou pas, oui. Moi, à l'audio, j'ai un livre audio en ce moment, puis c'est une relecture. C'est un livre que j'ai déjà lu de manière physique avec mes yeux, Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour. Puis la version audio sur audio, elle est magnifique et je n'avais pas réalisé que c'est Éric Chacour lui-même qui fait la narration. Puis si vous avez déjà rencontré cette personne-là, cet humain-là, c'est rare dans ma vie que je veux rencontrer des auteurs, puis c'est rare que je trouve que l'auteur magnifie le livre, mais pour moi, dans son cas, c'est vraiment ça. Puis l'introduction qui en fait son livre, puis j'ai écouté plein d'entrevues d'Éric Chacour, j'ai eu une petite obsession. Puis, mais tu sais, juste l'introduction, j'étais comme tellement touchée, puis j'étais comme « Oh mon Dieu! » Puis là, je l'écoute, puis on dirait que le ravoir dans mes oreilles, pas tous les matins, on dirait qu'il faut que je sois dans un bon mood, mais le revoir avec moi, puis comme l'entendre me raconter son histoire, ça a vraiment une connotation différente, comme intime, on dirait plus même que le livre lui-même. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je redécouvre cette histoire-là, puis les différentes couches aussi, parce que c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de choses au travers d'une histoire qui pourrait sembler simple. Je mets ça avec des gros guillemets, là. Mais ça, c'est, ma lecture en audio. Mais là, je suis en train de lire, je ne l'ai pas terminé, je suis à peu près à la moitié. De la mer des larves, oui. Il paraît que j'entends que des bons commentaires. Est-ce que tu... La mer des larves, c'est le premier roman de cette autrice Maude Jarry. Je vous l'aurais dit le 15 mai 2025, mettez ce nom-là quelque part parce que c'est le premier d'une longue lignée de succès. Genre, cette autrice-là, tu commences ce livre-là, puis t'es comme, ben oui, c'est excellent, c'est bon, ben oui. Tu sais, puis elle pourrait me raconter n'importe quoi, là, puis je serais comme, parfaitement, c'est ça, c'est ça. Là, cette histoire-là, la prémisse, c'est Sarah, qui est technicienne animalière. Puis là, de ce temps-ci, là, ça va mal, ça va franchement mal. Elle a toujours une énorme connexion avec les animaux parce que, tu sais, elle travaille dans une clinique vétérinaire. Puis là, à toutes les fois qu'elle passe à côté des chats, c'est l'enfer, il y a griffe, il y a morde, il crache dessus. Il y a quelque chose comme ça se passe pas. En plus, son chum, il l'a laissé parce que
elle voulait pas d'enfant. Puis dès le début, c'était clair, il n'en voulait pas, elle n'en voulait pas, puis c'était comme parfait, comme on ride avec ça. Mais là, tout d'un coup, il s'est réveillé, la paternité dans le plafond. Puis là, il était comme, toi, tu vas te changer d'avis. Puis il était comme, non. Genre, c'est toujours non, puis ça va toujours être non. Fait que, tu sais, tout chie dans la vie de Sarah. Puis c'est là le point de départ. Puis c'est un roman contemporain, mais il y a vraiment de l'horreur là-dedans et ça se... Moi, c'est pas mon truc préféré, mais ça se traduit par la qualité des descriptions de certains passages. Il y a une histoire, je suis pas capable de le dire, il enlève les ovaires d'un chat là, au début du roman. Là. La qualité... Oui, c'est ça. Les détails de ce moment-là, là, je lisais ça, puis j'étais comme, j'ai mal au cœur, là, comme... C'était tellement on point, précis, le souci du détail, puis d'avoir les bons mots, puis d'avoir... Tu sais, cette fille-là, là, elle n'est pas... Maud-Jarry, j'ai écouté son entrevue à Il restera toujours la culture, là. Elle n'est pas dans le vétérinaire, là. Elle n'est pas là-dedans, là. Elle n'a jamais fait ça de sa vie, là, mais lorsqu'elle s'embarque dans un sujet, elle racontait qu'elle peut regarder puis tomber dans un black hole, là, tourner dans des trucs, puis comme vouloir en savoir plus, puis en savoir plus. Puis c'est ça, tu le ressens là, à quel point il y a de la recherche, à quel point c'est intelligent, puis à quel point elle dit pas n'importe quoi, puis que cette histoire-là, elle est construite avec, oui, de l'horreur, mais avec des choses qui existent pour vrai. On parle beaucoup de médicalisation des femmes aussi, parce que elle va avoir beaucoup de douleurs, elle va arriver au médecin, puis là, le médecin, il va lui donner des antidépresseurs, puis elle va être comme, non, comme, puis là, il dit, ouais, mais vous êtes dans vos règles, c'est pour ça que vous avez des douleurs, puis en plus, c'est un médecin homme, tu sais, comme Christ, t'as jamais eu des crampes menstruelles dans ta vie, je sais c'est quoi la différence, tu sais. Fait que tous des sujets qui sont tellement d'actualité, puis c'est une fille qui a jamais voulu des enfants, qui a essayé de se faire ligaturer, puis il n'y a jamais personne, il dit, ben non, après que tu aies un enfant ou deux, mais tu sais, on fait jamais ça, tu sais, parce que tu vas regretter, c'est sûr. Fait que tu sais, on a une amie aussi, là, tu sais, c'est un discours qu'on a connu, là. Ce livre-là, il est super bon. Il est vraiment super bon. Là, ça veut dire que le titre, il est comme littéral, là. Je sais pas si ça va. Oh, OK. C'est vraiment intéressant. Oui, parce qu'elle a fait des recherches, puis elle a trouvé une maladie, parce qu'éventuellement, c'est ça, elle n'a pas rien, là, c'est pas des crampes menstruelles, elle a quelque chose. Fait que je veux juste rester comme ça. T'as vu qu'elle a un diplôme en thanatologie? C'est peut-être pour ça que c'est en point comme ça? Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, elle en avait parlé dans Il restera toujours la culture. Fait que j'ai vraiment hâte de le terminer. C'est drôle en même temps, c'est intelligent, c'est réfléchi, ça a un propos, puis c'est tout ce qu'un bon livre est. Fait que, tu sais, moi aussi, là, je dis que ça s'en va dans mon top de l'année, puis pourtant, il y a des dimensions d'horreur qui sont vraiment pas habituellement dans ma tasse de thé. Mais il n'y a pas que ça, tu sais, c'est pas un livre... je dirais que c'est un contemporain avec des touches d'horreur, tu sais. Si je veux bien le classer. Mon bureau est juste en haut d'une librairie, puis à tous les matins, il est dans les coups de cœur, puis à tous les matins, je suis comme... Mais là, t'es comme... Oh, vas-y. Elle est tellement... Puis, tu sais, si vous n'êtes pas certain, écoutez l'entrevue. Elle restera toujours la culture. Elle est vraiment intéressante, cette entrevue-là. Mais définitivement, je pense qu'on peut pas vraiment pas aimer ce livre-là. Je pense. Un autre dans ma liste. Sur ce, le sujet du jour, je vous explique d'où est-ce qu'il est parti, mais je pense qu'on avait déjà peut-être un petit peu parlé la dernière fois. Moi, j'ai découvert en 2025 l'intelligence artificielle. OK? C'est sûr que là, moi, mon métier, je suis enseignante au préscolaire. Je suis pas quelqu'un qui crée du matériel nécessairement. On a du matériel, mais on utilise différentes plateformes. Tout ça, j'ai jamais été en contact avec ça. Je sais que ça existe. Je sais que c'est présent, qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais cette année, j'ai découvert à quel point il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Il y a genre des étudiants à l'université qui font leurs travaux sur ChatGPT. Genre, tu sais, c'est tellement hors de ma réalité. Moi, ça n'existait pas là, dans mes années. Donc, j'ai découvert ça. Mais outre ça, j'ai aussi découvert la présence d'intelligence artificielle sur les couvertures des livres. Parce qu'avec le Gala du roman québécois, on voulait rajouter une catégorie. On voulait mettre de l'avant les créateurs, les créatrices, les illustrateurs, illustratrices du Québec. Puis donc,
on avait on a nos titres, puis à toutes les fois qu'il y a de nouvelles publications, puis on a commencé à chercher c'est qui les gens, parce que, tu sais, si les gens, par exemple, une maison d'édition fait affaire avec l'étranger, tu sais, un illustrateur, illustratrice à l'extérieur du pays, c'est correct, mais tu sais, nous, on voulait vraiment trouver uniquement les personnes qui créent, les créateurs d'ici. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, d'images libres de droit, puis il y avait beaucoup, pour certaines maisons d'édition, d'images aussi faites par intelligence artificielle. Certaines maisons d'édition l'inscrivent, tu sais, très clairement que c'est fait comme ça. Fait que là, intérieurement, dans ma naïveté de personne que je suis, j'ai commencé à me confronter dans mes valeurs par rapport à l'art, disons ça ainsi, dans le sens que, tu sais, moi j'étais très naïve, puis je me disais, on fait un livre québécois, puis on met une couverture, puis il y a quelqu'un qui a mis toute son âme sur ça. Tu sais, je suis pas une artiste, là. Fait que j'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui s'est assis uniquement avec ses idées, puis qui avait travaillé là-dessus. Puis là, c'est sûr qu'il y a eu plein de différentes polémiques avec l'intelligence artificielle, avec le vol de création et tout ça. Fait que d'où mon questionnement, puis aussi peut-être différentes dimensions, parce que, tu sais, moi, là, actuellement, j'ai vraiment la dimension éthique de la chose et culturelle, je pourrais dire. Tu sais, que on cherchait des œuvres d'ici, puis écrites par des gens d'ici, puis éventuellement, il a fallu, la décision n'est pas prise, mais peut-être qu'il va falloir tout simplement annuler cette catégorie-là parce que il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui font affaire avec des gens d'ici puis qui font pas affaire avec l'intelligence artificielle, tu sais. Fait que c'est triste quand même qu'on constate, tu sais. Moi, c'est un peu émotif. Oui, c'est ça, c'est pécunier, puis tu sais, il y a différentes dimensions de ça, mais je voulais savoir, tu sais, vous autres, c'est quoi votre expérience avec peut-être l'intelligence artificielle puis dans l'art aussi, parce que là, on parle de couverture, mais tu sais, éventuellement d'intelligence artificielle qui pourrait écrire un roman aussi, tu sais. Puis là, je veux pas m'embarquer, mais tu sais, si vous avez lu L'Homme de trop ou si vous voulez le lire, il y a des petites choses qui pourraient être intéressantes là-dedans aussi. C'est pas écrit par l'intelligence artificielle, mais ça parle de ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui voulait partager comment il se sent par rapport à ça? Moi, je peux... Ben, vas-y. Ouais. Je vais donner mon background. Moi, c'est, comment dire, c'est vraiment ma hantise parce que je suis traductrice. Donc là, je le vois venir, tout le monde me parle de ça, puis tu passes ta job. Fait que déjà, j'haïs ça. Ça commence mal. Je vais commencer par donner le background. Mais on va plus en parler de la traduction, c'est une autre affaire. Pour l'art, on va dire plutôt image générée par IA parce que IA, AI art, juste ça, je trouve que c'est choquant comme terme. Puis ouais, on dirait que je trouve ça très... on dirait que les gens ne voient pas dans l'avenir. C'est très dans le moment. Je vais économiser maintenant, c'est accrocheur, puis ça va me faire économiser. Je suis comme, là, c'est le moment présent. Est-ce que tu peux pas te projeter un peu plus loin que juste économiser de l'argent? On dirait que je trouve ça tellement... Là, c'est l'étape 1, mais éventuellement, si ça... C'est quoi qui va arriver aux illustrateurs? C'est quoi ça comme des répercussions qui vont... Tu sais, si ça continue comme ça peut aller très loin. Puis on dirait que les gens sont juste dans le présent. Qu'est-ce que ça m'apporte 7 minutes même, sans se projeter du tout dans l'avenir? Ça, c'est sans même parler de tout le fait que c'est fait avec des images volées, là, mais juste si on parle des illustrateurs, en tout cas, fait que j'avoue que ça me choque vraiment, puis je trouve que ça n'a même pas sa place, on va dire, dans les publicités, dans des trucs qui sont plus low stakes, mais ça, c'est juste parce que je déteste ça de A à Z. Mais quand c'est en plus un objet d'art, des livres, tu dis, il y a comme une idée derrière, là, puis on n'est pas en train de lire un prospectus de mécanicien, fait que c'est comme, on dirait que ça va tellement pas ensemble dans ma tête, fait que je trouve ça quand même choquant, puis on dirait que je me dis à quel point à quel point tu es dans la merde. Moi, je préférerais juste que ça soit comme un titre comme Gallimard, là, pas d'image, que un truc fait à l'ordi, qui est en train de bouffer des ressources, d'enlever la job à du monde. On dirait que tout n'a pas d'allure dans ma tête, mais je suis peut-être pas très nuancée. Fait que c'est ça, en gros. Écoute, tu as parlé de Gallimard, puis moi, j'allais dire le Cartanier, tu sais. Tant que ça, c'est juste comme une couleur, puis c'est correct. C'est comme élégant, c'est pas rien qui a été volé à personne. En fait, moi,
Je l'ai déjà dit, il me semble, là, mais moi, mon pet peeve, c'est que quand je vois une couverture où il y a clairement eu l'utilisation d'IA, c'est que je sais pas, si l'éditeur a tourné ce coin-là rond, qu'est-ce qui me dit que moi, ça me donne un très mauvais indice sur le contenu du livre. Comment ça a été comme travaillé, comment ça a été corrigé, qui a été payé, qui ne l'a pas été. Y a-tu un correcteur qui est passé à travers ou ils ont mis ça sur Antidote puis ils l'ont publié puis on verra ce qui arrivera. Genre, c'est plus que ça me donne une mauvaise opinion sur. Puis, tu sais, on n'arrête pas de le dire qu'il ne faut pas juger les livres selon leur couverture, mais moi, ça m'incite. C'est quand même le premier contact qu'on a avec un livre, c'est la couverture. Donc, tu sais, moi, si c'est l'IA, je sais pas. Ça me donne pas envie de le lire. J'ai pas tellement l'impression qu'il y a beaucoup de travail qui a été mis. Puis, je parle pas de l'auteur, là, mais genre, le reste de l'équipe, j'ai pas l'impression que. En tout cas, je sais pas. Peut-être que je me trompe, mais ça donne pas une bonne impression. On parle même pas des livres auto-édités. Là, c'est, comment dire, moi, comme j'ai dit, j'ai une partie pris, mais on va dire que si tu l'auto-édites toi-même, je peux comprendre peut-être là, que tu n'as vraiment pas les moyens et que tu veux que ça ait l'air de quelque chose. Ça, c'est une affaire. Mais les maisons d'édition, c'est ça toute leur affaire, leur job. Mais tu sais, auto-édité, moi, j'aurais rien contre quelqu'un qui va chercher. Tu sais, tant qu'à ça, tu n'as pas de moyens. C'est ça, tu vas sur Choc ou bien Splash ou tu prends une photo libre de droit, puis tu mets un titre là-dessus, puis c'est ça, tu sais, c'est ça. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels l'IA est très utile, là, mais pour ce milieu-là, ça me dérange un peu. Tu vois, moi aussi, j'ai un peu comme Ève. Toutes les fois qu'on parle des métiers qui vont partir à cause de l'IA, le mien, c'est le premier. Je travaille en communication, puis je fais du graphisme. Puis, plus ça va, puis plus je commence à réfléchir à l'idée que où j'ai des illustrations originales, ou comme tu disais tantôt, j'ai de la couleur. J'ai même pas le goût d'aller chercher des photos sur Pixel parce que ces photos-là, souvent, je les revois à gauche, à droite. Fait que si jamais j'ai pas d'argent pour avoir, parce que c'est ce qui va m'arriver, moi, j'ai absolument, je suis dans un regroupement national, dans un organisme communautaire, c'est clair que j'ai pas d'argent pour avoir des œuvres originales. C'est clair. Fait que si j'ai pas cet argent-là, j'ai pas ces moyens-là, puis j'ai une collègue qui heureusement, fait des illustrations magnifiques, puis qui prend de son temps personnel pour me créer des illustrations. Mais je sais qu'à un moment donné, pour elle, ça va devenir un peu trop. Ben, je vais y aller dans la couleur. Puis, dans le fond, ça serait le fun de faire ça. Ce serait tout un statement tant que les maisons d'édition se mettent ensemble et dire, ben nous, on refuse et voici notre nouvelle façon de faire. Ça pourrait être une belle idée parce que c'est tellement facile. Puis si on sait l'utiliser moi, je l'ai utilisé avec des illustrations quand que personne ne le faisait. Je l'ai fait parfois, assez souvent, sauf qu'il y avait tellement d'aberrations dans les illustrations. Si tu as besoin de faire des retouches sur Photoshop, qui sont tellement lentes. Mais maintenant que c'est partout et que je les vois, moi, j'ai vraiment envie de m'éloigner de ça. Ouais. Moi, je suis un peu comme toi. Je suis dans mon monde de licorne, tu sais, je pense. Moi, tu sais, mais c'est ça, puis je trouve que moi, j'ai beaucoup de respect, justement, pour les créateurs, pour le temps, tu sais, je sais pas, leur petite particularité, tu sais, c'est ce qui va faire aussi qu'on accroche sur, tu sais, c'est leur art, là, puis je trouve aussi que à chaque fois qu'on achète un livre ou qu'on dépense notre argent, tu sais, c'est comme un investissement qu'on fait, tu sais. Je veux dire, on achète quelque chose, cet argent-là va... Puis tu sais, là, je me dis, ben là, on envoie ça, c'est comme si on le pitchait dans le feu, dans le fond, parce que, tu sais, mais si je donne les sous, par exemple, à un artiste, ben cet artiste-là, après ça, il va en faire profiter quelqu'un d'autre, tu sais. L'argent va rouler, c'est ce qui va faire rouler l'économie. Là, c'est comme... Puis en plus, c'est ça, le vol de données derrière ça, tu sais, que non seulement c'est des pertes de revenus pour nos artistes, mais en plus, ils se font voler leur création, tu sais, tout ça, moi, ça m'écoeure.
Si on va ajouter une couche là-dessus, c'est extrêmement pas écologique de faire ça. C'est pas Chaque écologique. demande à ChatGPT équivaut à une recharge d'ordinateur, je pense, de 80%. Au-delà de tous les trucs éthiques, il y a ça aussi. Il y a tout le côté aussi de facilité, tu sais, je me dis, faut travailler aussi dans la vie. T'sais. Puis c'est un peu comme quand Google est arrivé, tu sais, là, on cherchait plus dans le dictionnaire, on cherchait sur Google, tu sais, on n'allait plus des encyclopédies, on allait sur Google. Mais là, je suis comme, à chaque fois qu'on pose une question, tu sais, moi, j'ai beaucoup ça, là, je pose une question, on va checker sur ChatGPT. Ben, attends un peu, là, on peut checker ailleurs. Non, mais tu dis ça, mais maintenant, si tu cherches sur Google, c'est l'information d'IA qui apparaît en premier. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ben, je sais pas, c'est ça. C'est tout le travail, le cœur qu'on met derrière. Je sais pas, là, moi, quand j'étais allée à l'université, j'en ai fait des dissertations, puis j'ai travaillé fort. Ouais. Mais je te dirais que ça rend l'humain comme un technicien, puis la machine et l'ingénieur en chef. C'est ça, on est comme des dompteurs de la machine. Ouais. Mais c'est surtout que dans ma tête, il n'y a pas de fin. Fait que c'est les gens, comme je disais, c'est très dans l'immédiat, parce que là, en ce moment, on trouve ça relativement acceptable comme degré d'IA, mais il n'y aura pas, tu sais, tout ça, ça fonctionne juste par le capitalisme, puis là, je vais sonner vraiment comme... Mais ça n'a pas de fin. Je veux dire, la machine va avoir toujours plus faim, va toujours vouloir plus bouffer, plus économiser. Fait que je suis un peu comme, OK, là, le monde, il trouve ça comique. Puis après, c'est quoi, là, quand on se met à perdre des... Tu sais, ça peut aller très loin. Fait qu'on dirait que moi, j'ai comme un dégoût de tout ça parce que je me dis, là, c'est quoi, le monde perd leur job. Puis à un moment donné, c'est quand qu'on décide, on trace la ligne. Ah, là, ça, c'est trop. Mais là, à ce point-là, ça va être rendu, on sait pas. Fait qu'après ça, juste le voir, ça me dégoûte tellement, juste parce que je pense à... On a lu des trucs de science-fiction, là, on sait que... Comme tu disais, Josée, tu sais, des fois, c'est même pas de qualité, tu sais, fait que... En plus, absolument. Mais c'est pas de qualité. C'est pas de qualité ici, maintenant, parce que c'est fulgurant, la progression. Tu sais, si on recule d'un an et demi, 2 ans, on était loin de ce qu'on est maintenant, puis ça progresse à une vitesse complètement insensée. Moi, c'est tout le côté un peu de science-fiction qui était peurant, toutes les deepfakes, toutes les vraies personnes qui disent des faussetés, ça, c'est fascinant, là. Il va falloir avoir la personne en face de soi pour croire qu'est-ce qu'elle dit. Ben, tu sais, puis moi, j'ai des jeunes enfants, puis c'est ça, tu sais, je leur apprends beaucoup à l'image qu'ils voient, c'est pas nécessairement de la réalité, tu sais. Mais je me dis, là, je fais ça là, mais tu sais, ce qui va devenir après ça, tu sais, on se croirait dans Centrale. Oui, c'est un peu ça. Aussi pour l'illustration, comme là, en ce moment, on peut reconnaître vraiment facilement les trucs d'IA parce que c'est comme on dirait des bonhommes IGA, là, genre, il y a vraiment un style particulier, mais là, maintenant, ça devient comme, fais-moi telle image dans le style de Beatrix Potter, fais-moi telle image dans le style... Fait qu'après, si tu peux imiter n'importe qui, tu sais, à un moment, on ne pourra plus savoir... qu'est-ce qui a été fait par l'IA ou pas, là. Fait que ça va avoir l'air juste d'une vraie illustration de quelqu'un. Pour au moins comme le reconnaître. J'ai bien aimé là, le trend là, avec les starter packs. Mon anglais est pourri. Puis après ça, tu sais, toute la vague d'illustrateurs et illustratrices qui ont dit « Hey, voici, tu sais, moi, mon starter pack, mais fait par l'humain. » C'est comme wow, tu sais, parle-moi de une belle solidarité, tu sais, je vais vous montrer moi ce que je fais, puis c'est pas tout pareil, justement. Ouais, puis même au-delà de ça, moi j'ai vu une vidéo de la personne originale qui a créé des starter packs à la main, puis il y a eu une vague faite par l'IA de mon travail volé. Il est comme ça fait des années que moi j'en fais, puis là il montrait tout. Tu sais, c'est comme c'est fou le fait que là il y a des gens, tu sais, qui ont fait ça sur l'IA, de travail qui avait été... Tu sais, il n'y a rien qui est revenu, lui, de son idée originale. Puis en tout cas, c'est comme une bête qu'on nourrit, puis à un moment donné, on va perdre le contrôle. Ça sent bien, je te dirais. Oh mon Dieu. Ça a l'air que dans les universités, les professeurs s'arrachent littéralement les cheveux de la tête. J'ai de misère à le croire. Ouais. Ben là, c'est ça. Puis après ça, ton diplôme, il y a quelle valeur? En fait, ce qui est fâchant, c'est que quand toi, c'est un peu comme le dopage en sport, tu sais. Quand toi, tu ne l'as pas fait, tu n'es pas capable de suivre la route. Puis
Puis si tu ne l'as pas fait et tu es extrêmement bon, ben c'est clair, ça va être ça. Ça va être la raison pour laquelle tu as réussi, tu sais. Ouais. Ça devient très complexe et insidieux. On ne pourra probablement pas régler ça aujourd'hui, mais moi, tu t'en parlais aujourd'hui là, des trucs après, là, des illustrateurs qui se sont fait des starter packs, là, mais ça, je trouve quand même que c'est une bonne alternative de le marquer que c'est pas fait par l'intelligence artificielle, tu sais, d'essayer de revaloriser. Tu sais, on ne pourra pas savoir nécessairement si je reviens aux couvertures, si les gens l'ont fait, s'ils ne l'ont pas marqué, mais si tu marques que tu ne l'as pas fait, ben là, il y a comme un plus-value, puis une reconnaissance, tu sais. Il y a même des livres là, qui l'inscrivent dans le texte. Là, cette section-là a été écrite par... Ouais. Ça va loin. Ouais. Ben ça, c'est bien. Je trouve qu'ils puissent le dire, parce qu'après, au moins qu'ils le disent, là, c'est déjà... On les call-out, mais là, ça serait... Ouais. Je pense pas qu'ils sont obligés, là, fait que j'imagine qu'à un moment donné, peut-être qu'ils vont le faire. Mais moi, je trouve que ça en dit long. Mais peut-être que c'est pour apporter une note d'espoir du côté de la lecture des livres de l'art. Contrairement à d'autres affaires que c'est vraiment un job, ça, c'est comme quand, en tant que consommateur, on consomme un livre, on achète un livre, on veut tu sais, il y a comme plus une réflexion derrière. C'est pas juste fonctionnel, puis efficacité, puis tout ça. Ouais. Peut-être que on va plus rechercher de l'authenticité, on va plus rechercher ces choses-là. Donc, j'espère que ça va peut-être faire écho auprès des gens qui décident de ça, là, parce que c'est la même chose pour l'auteur. Hein? Les auteurs ont le goût de s'exprimer à travers leur propre plume, leur propre vision, leurs propres mots. Fait que je pense que c'est le fun de pouvoir imaginer que les auteurs vont continuer à écrire. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de lire, on n'est pas obligé d'acheter des livres. Fait que pourquoi on achèterait un livre écrit, par exemple, par l'IA? Je veux dire, il n'y a pas d'intérêt, à part curiosité morbide la première fois que ça sort, peut-être. Mais après, c'est comme, s'il y en a plein d'autres qui font ça avec des nouvelles idées, pourquoi je lirais quelque chose qui est juste du recyclage? Fait que peut-être que si nous, on recherche des choses nouvelles, créatives, différentes, vu que c'est nous qui décidons, puis on n'est pas obligé de lire, on n'est pas obligé, tu sais, comme même les affaires qu'on est obligé de faire ou de consommer ou de voir. Fait que c'est sûr qu'on va se diriger vers des trucs qui nous paraissent plus intéressants, mais... Ça va être de ça fait longtemps que ce genre de choses-là existe. C'est Michel Houellebecq, dans son livre, ça s'appelle « La carte et le territoire », il avait copié un grand segment de Wikipédia. Ben oui. Ça a été tout un scandale à l'époque. Lui, il avait commencé avant le temps, mettons. Ouais. Mais moi, je me dis souvent aussi, qu'est-ce qui va rester de nous, tu sais? Tu sais, là, on fait des fouilles archéologiques, là, puis là, ou bien ils trouvent des vieux bouquins avec tous des enluminures, etc. Tu fais, waouh, quel... Puis là, nous, ils vont dire, ah, on met ça sur l'IA, ils se sont donc même pas portés. Je pense pas, oui, parce que s'ils trouvent ça dans une perspective archéologique, ils vont être rendus tellement plus loin que peut-être qu'ils vont ils vont trouver ça cute. Oh, il est dessus arriéré. Quel bel effort de l'enfant de 2 ans. Bébé IA. C'est ça, exactement. Parce que c'est un peu ça qu'on est, mais bébé grandit vite, pas à peu près. Ouais. Bon, ben sur ce, hein, vous pouvez nous partager votre avis aussi là-dessus. Puis si vous étiez connaissant aussi de tout ça, de cette réalité-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un gros boom. Là, ça se faisait en 2024, mais je trouve que c'est vraiment là, en 2025, que on voit des trends avec IA et tout ça. Là. Fait que je pense que c'est plus en ce moment que ça se propage, cette information. Donc, merci d'avoir été là pour la belle conversation. C'est toujours un plaisir à mes panélistes, à ceux qui sont en direct, avec ceux qui seront dans le futur. Et notre prochain rendez-vous, ce sera le jeudi 12 juin, juste avant la fin des classes. Juste avant l'été. Donc, sur ce, ben, merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite de bonnes lectures. À la prochaine!